Welcome everyone and thank you for joining us today. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. I'm Ted Hewitt, Alors, je President suis of Ted Hewitt, le président du Conseil de recherche sur les sciences humaines. J'aimerais reconnaître que nos bureaux sont sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe, et puisque nous nous rencontrons de façon virtuelle depuis plusieurs endroits, alors nous reconnaissons que d'un océan à l'autre, tous les territoires ancestrales des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il m'a fait plaisir de vous présenter cette nouvelle session qui est offerte en collaboration avec Conversation Canada. soutient la formation en recherche et la recherche dans le domaine des sciences humaines. Les chercheurs, étudiantes et étudiantes qui l'appuient permettent de mieux comprendre la condition humaine, la pensée et le comportement humain, les cultures et le fonctionnement de la société. Les travaux des spécialistes des disciplines des sciences humaines n'ont jamais été aussi essentiels pour relever les défis auxquels la société fait face et saisir de nouvelles occasions, qu'il s'agisse entre autres de la reprise qui suivra la pandémie, des changements climatiques et de l'environnement ou encore de la réconciliation avec les Autochtones. We are delighted to partner with the Conversation Canada to bring the perspectives of some of Canada's best and brightest scholars. Alors, nous faisons écho aux meilleurs travaux scientifiques faits par nos partenaires. Leur recherche peut augmenter notre compréhension, approfondir notre compréhension du monde. La docteure Salvi est une docteure à l'Université Concordia et une universitaire en résidence à l'Université McGill. En juillet 2023, elle rejoindra l'Université de Toronto dans le département de sciences politiques. Elle étudie les profils politiques des jeunes immigrants. Elle identifie les préférences de cette cohorte en créant une banque de données pour les élections au niveau provincial et fédéral. Elle a mis sur pied la plus grande banque de données au Canada. En 2021, mais elle a déjà publié une vingtaine d'articles dans des revues à comité de lecture, a consigné un chapitre dans un ouvrage collectif et a rédigé un rapport de recherche pour Élections Canada. Ses publications et ses données sur la représentation démocratique, notamment sur la façon dont l'électorat évalue les candidats et candidates, sont citées très souvent. Le CRSH a décerné son prix Talon à cet chercheur émergent, exceptionnel et prolifique en raison du rayonnement et de l'influence de ses travaux sur la chose publique. Dr. Sevi is joined today by Lisa Varano, Deputy Editor at the Conversation Canada. Alors, Lisa Savano travaille avec elle. Elle est diplômée de l'Université de Western Canada. Alors, merci à tout le monde pour vous joindre à nous. Et je remercie. Hand things over to Lisa and Dr. Sevi. Et maintenant, on passe la parole à Lisa et le docteur Sevi. Alors, merci pour votre présentation. Je voudrais vous dire que la traduction simultanée est disponible ainsi que le sous-titrage. Si vous avez besoin de sous-titrage, trouvez le lien dans le menu au bas de l'écran. Et si vous voulez l'interprétation simultanée, trouvez l'icône en forme de globe. Après les présentations, nous aurons une période de questions. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français en utilisant la fonction questions-réponses. Alors, passons maintenant à Samra. Samra, bonjour. Alors, vous avez titré cet événement « Les femmes en politique, se présenter ou ne pas se présenter ».
Alors, j'aimerais commencer par une citation de votre article. Vous écrivez que malgré les progrès faits dans l'égalité des genres, la représentation des femmes en politique ne suit pas. Seulement 30 des femmes à l'Assemblée, à la Chambre des communes, et ça ne représente pas la diversité de la population canadienne. Alors, comment pouvez-vous nous dire comment la représentation féminine en politique canadienne a évolué au fil du temps? Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous présenter un graphique. Vous avez le pourcentage des femmes dans la population et des candidats depuis 1921. Les Y, vous avez les années d'élection de 1921 à 2021. Et sur l'axe des Y, vous avez le pourcentage des femmes dans chacune des catégories. Alors, on voit que les femmes comptent pour à peu près 50 de la population canadienne. La ligne noire sur ce graphique vous donne le pourcentage des femmes candidats au fil des années. Alors, vous voyez l'augmentation du nombre de candidates au fil du temps. En 1921, on avait 5 candidats et en 2021, ça a été un record, plus de 760 candidates aux dernières élections. Ici, on voit le pourcentage des femmes qui ont gagné leurs élections, qui ont été élues. Alors, on voit que c'est une ligne qui suit la progression des candidats. Alors, ça nous dit assez clairement, ou ça suggère clairement que les femmes ont beaucoup de succès dans leur campagne électorale. Alors, le nombre de députés à la Chambre des communes a augmenté au fil du temps, mais reste en deçà de la proportion des femmes dans la population canadienne. Aux élections de 1921, s'est amélioré, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Alors, comment ça se compare d'un parti politique à l'autre? Alors, je vais vous montrer un autre graphique ici. On a le pourcentage des femmes députées dans les 5 principaux partis que nous avons au Canada. Et on voit que le pourcentage des députées féminines augmente dans tous les partis, avec le NPD en tête des 3 partis. Dans votre article, vous avez décrit les facteurs qui contribuent là, à l'écart entre les genres, entre les sexes. Et vous avez parlé de 3 obstacles majeurs ou principaux. Quels sont-ils? Alors, la littérature nous donne différentes explications sur ce sujet et ça nous suggère que la sous-représentation des femmes vient de plusieurs obstacles qu'elles rencontrent dans le processus politique. Et de ces obstacles, 3 sont clairs. Premièrement, peut-être un préjugé de la part des électeurs. Pour toutes sortes de raisons, les électeurs peuvent préférer être représentés par un homme plutôt qu'une femme. Le deuxième obstacle, les femmes ne sont tout simplement pas intéressées peut-être à se présenter aux élections pour toutes sortes de raisons, peut-être parce qu'elles ont d'autres tâches comme l'éducation de leurs enfants ou la famille, et parfois parce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes. La troisième explication pour la sous-représentation des femmes, même si elles veulent se présenter, les partis politiques tendent à choisir des candidats masculins plutôt que féminins. Les femmes vont être moins sollicitées, on va les inviter moins souvent à se présenter, leur famille, leurs amis leur conseillent moins de se présenter aussi. Quand on vous recrute pour une élection, que vous êtes un homme ou une femme, vous avez plus de chances si vous êtes un homme. Alors, vous avez passé des années à colliger des données et à faire des expériences en sciences sociales pour étudier ces phénomènes. Quelles sont vos conclusions les plus intéressantes?
Oui, j'étudie le travail des femmes en politique depuis plusieurs années et je trouve que les femmes recevaient moins de votes par le passé, mais ce n'est plus le cas dans les élections récentes. Les électeurs n'ont plus de préjugés, ou ont moins de préjugés envers les femmes aujourd'hui, au niveau fédéral comme provincial. C'est vrai pour des nouvelles candidates et on voit aussi le même phénomène chez des femmes plus expérimentées en politique. Les femmes aiment moins faire les campagnes électorales. J'ai fait un laboratoire avec mon superviseur de thèse au doctorat et on réalise que les femmes maintenant ont les mêmes chances de devenir candidates qu'un homme. Les femmes on n'a plus ce phénomène où les femmes ne veulent plus se présenter. Au contraire, les femmes maintenant désirent compétitionner sur l'arène politique tout autant que les hommes. Alors, en d'autres termes, il n'y a plus de préjugés des électeurs contre les femmes, mais il y a encore des préjugés au sein des partis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre ces partis politiques que les électeurs vont élire volontiers des candidates? Oui, on a des fausses idées au sujet de la performance électorale des femmes dans certains partis. Et on doit leur démontrer que non, ce n'est pas le cas. J'ai écrit un article dans PANAS récemment qui parlait des expériences qu'on a fait au cours des préliminaires ou des primaires démocratiques aux États-Unis. On- Et les dernières recherches faites nous montrent que les campagnes des candidates sont tout aussi compétitives que les campagnes des candidats. Et si on remet cette information aux partis, ils réalisent que les femmes peuvent rencontrer un bon succès électoral. On doit aussi garder l'esprit ouvert qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent au cours d'une élection. C'est la raison pour laquelle on doit étudier les partis politiques en plus de profondeur. Par exemple, pour certains partis au Canada, le processus de nomination n'est pas transparent. On ne sait pas comment ça se passe. On ne voit pas comment les membres du parti votent pour choisir des candidats. Ça se fait souvent derrière des portes closes. Alors, il y a d'autres facteurs qui peuvent être contributifs au fait que plus d'hommes sont choisis comme candidats que de femmes. Votre dissertation doctorale était intitulée Qu'est-ce que les électeurs veulent? Et vous avez colligé des données sur les candidats pour les élections fédérales et ontariennes et vous avez publié vos résultats. Quel genre d'informations avez-vous colligé pour ces études? Pour les élections fédérales, je veux un total de 46 000 ou 4 600 candidats et la variable sont plus saillantes, c'est l'identifiant. Beaucoup d'individus se présentent à plusieurs reprises aux élections, même après avoir gagné une première fois, ils se représentent. Et beaucoup. Et c'est difficile de les identifier à cause de la façon dont ils s'identifient eux-mêmes. Les femmes vont changer leur nom après le mariage, certaines vont utiliser leur nom de mariage et leur nom de fille. Alors, c'est difficile de les suivre dans les données. Certaines personnes ont utiliser différentes versions de leur nom au cours d'une élection. Parfois, en utilisant seulement leurs initiales. Écoutez, quand on essaie de colliger sur la base des noms, les gens tendent à écrire leur nom de façon différente au cours d'une même élection.
Alors, ce que j'ai fait, c'est d'identifier chacun des candidats avec un identifiant unique pour s'assurer qu'on puisse en faire que ces individus soient traçables. Euh, et ça a aidé beaucoup à améliorer la qualité des données. On corrigeait aussi leur âge, leur sexe, leur occupation, leurs revenus. Et selon les partis, à savoir si les candidats s'identifiaient comme autochtones ou LGBTQ, etc. À part la race, l'ethnicité, le statut socio-économique, comment colliger toutes ces données? Oui, c'est important de colliger ces variables dans nos banques de données. Et il faudrait que la librairie du Parlement collige ces informations et les rende disponibles aux universitaires, l'ethnicité, la religion euh, devrait être donnée par les candidats eux-mêmes. L'ethnicité d'un candidat, par exemple, n'est pas une information très privée quand il se présente à des élections. Souvent, les candidats utilisent leur identité ethnique et souvent, pour les députés, ils sont fiers de leur bagage culturel, particulièrement quand ça les aide à rentrer en contact avec leurs électeurs. Mais ils ne sont pas toujours prêts à donner cette information aux chercheurs universitaires. Alors, que pensez-vous qu'on pourrait faire pour améliorer la représentation féminine en politique? Alors, on doit encourager les femmes à se présenter parce que lorsque les femmes se présentent, ils gagnent tout autant que les hommes. On doit rendre ces postes plus attractifs pour les femmes. Les femmes doivent comprendre le travail d'un député pour les intéresser dans ces fonctions. Les femmes vont vouloir être présentes dans le processus décisionnel qui les impacte. Alors, vos données, comment est-ce qu'elles aident à la recherche et en quoi sont-ils importants? Alors, quand on parle de candidats, habituellement, on étudie seulement une ou deux élections. Par exemple, si on veut étudier comment le sexe des candidats impacte les électeurs, on va colliger des données pour une ou deux élections. On n'a pas de données longitudinales, mais les données longitudinales sont beaucoup plus utiles pour évaluer comment le Parlement canadien est représentatif de sa population. Alors, on doit étudier ces questions au fil du temps et ce n'était pas possible auparavant de le faire. Par exemple, on peut considérer comment les femmes ont amélioré leur position au sein des barreaux, par exemple, au sein des partis politiques. Si on pense que les minorités ou les individus de la diversité sont moins propices à chercher une candidature politique, peut-être que ce genre de données et ces études pourraient les encourager à le faire. Alors, parlons d'événements récents dans les nouvelles. En 2015, Justin Trudeau a formé le premier cabinet égalitaire. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu parce qu'on est en 2015. Est-ce que ça a eu un impact d'après vous? Oui, je crois que oui. Ce n'est pas une coïncidence que nous avons maintenant un cabinet euh, euh, équitable et ça a un impact sur les politiques des garderies, par exemple.
Kim Campbell a été la seule femme premier ministre conservatrice. Qui sera la prochaine? Et combien de temps cela prendra-t-il? J'espère bientôt. Alors, au-delà du Canada, quel pays ont le plus haut pourcentage de femmes élues? Alors, mon travail sur les femmes en politique se concentre sur le Canada principalement, mais au Rwanda, par exemple, est un pays où plus de 60% des politiciens sont des politiciennes. La Nouvelle-Zélande, les femmes occupent la majorité au Parlement. Il y a plus de députés féminines que masculins. En Nouvelle-Zélande, on devrait dire que ce sont des quotas qui ont été adoptés par les partis. Et ce qu'on entend venir de ces pays, c'est que les femmes politiciennes sont plus propices à être prises moins au sérieux et à être victimes de discrimination à cause de leur sexe. Et plusieurs candidates qualifiées sont laissées sur la ligne de touche. Pensez-vous que le Canada devrait adopter aussi des quotas dans les partis politiques pour la représentation féminine? Le problème dans le contexte canadien, ce n'est pas que les femmes ne se font pas élire, c'est qu'elles ne se présentent pas aux élections. Alors, au lieu de quotas, on devrait avoir des efforts de recrutement systématiques par les militants et les partis politiques. Il faut que les femmes se présentent. Il faut que plus de femmes s'intéressent à la politique et se présentent. Les femmes qui ont été recrutées savent comment recruter d'autres femmes, alors on doit les utiliser de façon plus efficiente. Alors, je suis familière avec votre recherche, mais j'aimerais bien vous connaître, vous, un peu plus. Dites-nous ce qui vous a intéressé à l'étude des femmes en politique. En 2015, peut-être que vous vous souvenez, Eve Adams, elle avait quitté le parti politique pour rejoindre le Parti libéral. À l'époque, je finissais ma maîtrise. Je ne pensais pas faire un doctorat, j'avais un emploi à temps plein, mais je suivais la carrière politique de Eve Adams. Et elle a dit que le leadership de Steve Harper, c'est ce qui lui avait fait changer de parti, même si elle avait été membre du Parti conservateur toute sa vie. Mais la façon dont elle a été traitée par les médias parce qu'elle avait changé de parti, ça me rappelait une situation, la situation en 2005, quand un député, une femme députée conservateur avait rejoint aussi le gouvernement de Paul Martin, le gouvernement libéral. Et c'était juste avant un vote sur le budget. Et elle a été invitée à joindre les libéraux. Et les députés conservateurs disaient qu'elle s'était prostituée avec le Parti libéral. Alors, il y a des hommes qui changent d'allégeance politique. On a vu ça souvent. On a vu ça récemment quand David Emerson a rejoint le gouvernement de Harper 2 semaines après avoir gagné ses élections avec les libéraux. Scott Rising a passé du Parti progressiste conservateur au Parti libéral. Et les hommes qui changent d'allégeance politique ne se font pas traiter de la même manière que les femmes qui changent d'allégeance politique. Alors, je me demandais si c'était basé sur le sexe des députés, si on sait que dans le contexte canadien, la loyauté partisane, exemple. Alors, j'étais curieuse de savoir. Je n'étais pas
inscrite au doctorat, j'étais curieuse et je ne trouvais rien dans la littérature. Euh, alors, je me suis mis à colliger les données et c'est comme ça que je me suis mis à étudier les femmes en politique. Ma première publication académique, j'utilisais ces données, je regardais les conséquences d'un changement d'allégeance politique et les gens qui changent d'allégeance politique aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés à se faire réélire que ceux qui le faisaient au 19e siècle, par exemple. Et j'ai colligé toutes ces données pour réaliser que le changement d'allégeance politique n'arrive pas souvent au Canada. Et chez les femmes députées, il y en a eu très, très, très peu dans l'histoire. Alors, on a conclu dans cet article qu'il falloir attendre que plus de femmes changent leur allégeance politique pour pouvoir étudier le phénomène. Vous avez étudié les obstacles des femmes en politique, mais vous avez aussi étudié les barrières que vous avez rencontrées dans votre vie personnelle dans vos études de doctorat. Faire un doctorat, c'est difficile de le faire dans votre quatrième langage, première génération universitaire. Alors, ça a été difficile comme la plupart des universitaires de première génération. Je ne savais pas comment m'inscrire à un programme euh, de doctorat. Je ne savais pas s'il y avait des bourses d'études. Je ne savais même pas ce qu'était un doctorat, est-ce que ça me créerait comme opportunité. Mais j'ai trouvé des mentors et des gens qui m'ont soutenu. Qui ont été vos mentors? J'ai eu plusieurs excellents mentors. Je ne serais pas à l'université si ce ne serait pas de M. Cochrane à l'Université de Toronto. J'ai rencontré à la fin de ma maîtrise. Il n'était pas un de mes professeurs. Il me devait absolument rien. Mais il m'a expliqué comment faire une demande d'études doctorales. Il m'a soutenu dans cette demande. Et mon conseiller, mon superviseur de thèse m'a tout appris, comment faire de la recherche, comment écrire ma thèse. Et j'ai aussi été aidé par John Reckman, Don Allgreen, superviseur de thèse à Columbia, et d'autres personnes. Et Peter Loren à l'Université de Toronto. Alors, toutes ces personnes ont eu un impact significatif sur ma carrière universitaire. Alors, c'est votre quatrième langue, le français, pour étudier avec André Blais à l'Université de Montréal. Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, pour tous les gens de première génération universitaire qui vous écoutent, quels encouragements auriez-vous à leur offrir? Alors, je leur dirais, si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. C'est un cliché, je sais, mais c'est réel. Il n'y a pas une recette unique. Chacun doit faire son chemin. On est habitué à se comparer avec nos pairs. On pourrait croire qu'il y a une compétition constante, mais s'il y a un an, vous m'aviez dit que les choses tourneraient bien pour moi, je ne vous aurais pas cru. Alors, soyez bienveillants, travaillez fort. On retourne sur le thème des politiciennes. Quelle politicienne admirez-vous le plus et pourquoi? Pour répondre à cette question, je dirais que le jeu politique est dur. Les politiciens doivent rencontrer des normes beaucoup plus sévères que les autres. On inspecte tout ce qu'il fait. Vous perdez votre vie privée. Et si vous êtes une femme, vous avez
So I'd say that I admire all women who put themselves in such a vulnerable position. The job is not a desirable one, but getting the opportunity to set policy is very powerful and meaningful. Et très significatif. Et donc, juste la possibilité d'avoir une meilleure vie, là, ça vaut la peine. Mais quel serait l'impact? Est-ce que c'est suffisant comme impact pour vous convaincre de vous présenter aux élections? Non, je ne suis pas prêt à laisser tomber ma carrière universitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour dans l'avenir immédiat. Alors, vous allez déménager bientôt à Toronto. Dites-nous ce qui va se passer pour vous en juillet quand vous allez vous joindre à l'Université de Toronto et quels sont les autres projets de recherche que vous avez sur la table en ce moment? Eh bien, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de commencer dans mon nouveau poste à l'Université de Toronto. Au moment, je travaille sur un projet avec Peter Loewen sur le recrutement des femmes en politique au Canada en particulier. J'ai lu quelques mémoires écrits par des politiciens et politiciennes canadiens. Ce que je retrouve dans ces mémoires, c'est que les hommes croient qu'ils sont nés pour être dans des postes de leadership. À un moment donné, ils ont été recrutés par des sources multiples pour se présenter en politique. Par exemple, Michael Ignatieff parle aux gens en noir qui ont été à Harvard et qui l'ont convaincu, sont venus le trouver à Harvard et l'ont convaincu de se présenter. Justin Trudeau a parlé des sapeurs politiques qui l'ont amené pour une fin de semaine dans les Laurentides et l'ont convaincu de se présenter pour mener le Parti libéral. Mais les mémoires écrites par les politiciennes et qui sont aussi ambitieuses que les hommes, c'est des avocates, etc., des femmes d'affaires, ont souvent fait le saut en politique à cause de préoccupations spécifiques. Et s'ils ont été recrutés, ils l'ont été par beaucoup moins de personnes qui les ont encouragés. Donc, ce genre de truc informe les projets de recherche futurs qu'on veut. Mais si on regarde les preuves purement empiriques au Canada, mais aussi aux États-Unis, de manière conséquente, ça montre que les hommes sont beaucoup plus à même de penser se présenter à des postes politiques. Même les femmes très hautement qualifiées ont moins tendance à se percevoir elles-mêmes comme étant qualifiées pour faire de la politique. Donc, en général, tout ce travail universitaire a montré que les femmes sont moins encouragées à se présenter en politique par des tiers, et ceci est problématique parce que les candidates sont plus à même de se présenter si des sources au sein du parti politique les encouragent à le faire. Et donc, si les femmes font face à un tel désavantage de recrutement, ceci peut avoir un impact sur leurs ambitions politiques et peut aussi les décourager à se présenter à l'avenir. Donc, mon travail en ce moment sur le genre et la politique, c'est de regarder les différents messages de recrutement en politique et l'impact sur le recrutement lui-même. Et est-ce que c'est un projet que vous travaillez avec André Blin? Oui, je vais travailler sur le projet avec Peter Larnell de l'Université d'Ottawa. Eh bien, on arrive à la portion questions de la part de l'auditoire. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser la question à travers notre logiciel. Nous avons reçu maintenant les premières. Et Brett demande, une chose que j'ai trouvée, c'est qu'il y a encore beaucoup de pression sur les femmes en politique et dans d'autres domaines d'être jeunes et jolies. Les femmes en politique sont âgées de 5 ans de moins d'âge. Les femmes en politique semblent jeunes, alors que les hommes sont plutôt grisonnants. Est-ce que ce biais est inconscient et est-ce que ça contribue au fait que les femmes ne se présentent pas
en politique passé un certain âge. Est-ce que vous voyez l'âge comme étant un facteur contributeur? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Oui, excellente question. Les données que j'ai examinées par rapport à l'intersection des femmes en politique et de leur âge, c'est que les femmes ont tendance à commencer à faire de la politique quand elles sont un peu plus vieilles, quand elles ont élevé leurs enfants, quand elles ont davantage de temps à consacrer à une carrière politique comparativement aux hommes. Et donc, elles commencent en politique à un âge un peu plus avancé et elles sont à un désavantage parce qu'elles n'ont moins de temps à consacrer à une carrière politique auparavant. Mais c'est aussi vrai que les femmes sous-estiment leurs qualifications et elles perçoivent qu'il y a un biais basé sur le genre parmi les électeurs et électrices. Donc, les femmes les plus talentueuses ne vont pas chercher à faire une carrière en politique pour commencer. Donc, dans votre recherche, est-ce que vous avez trouvé que les femmes avaient davantage de défis à surmonter au niveau des levées de fonds pour financer leur carrière politique? Je n'ai pas véritablement abordé cette question moi-même, mais la bonne nouvelle, c'est que dans la littérature existante sur le sujet, et dans mon cas en tout cas, lorsque les femmes se présentent en politique, eh bien, elles sont capables d'aller générer autant d'argent que les hommes et elles sont traitées aussi de manière très similaire aux hommes par rapport à l'expérience qu'elles ont en politique. Ce sont les questions que nous avons reçues à date. Les gens posent, vous pouvez poser la question à travers la plateforme. Allez-y et je vais vérifier si on n'a pas d'autres questions. En voici une autre. Cette question demande comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'arène politique soit un lieu sécuritaire pour les femmes? Il y a tellement de haine dirigée contre les politiciens et politiciennes et surtout que c'est ciblé, c'est particulièrement ciblé dans certains cas. Oui, c'est important, je pense, de faire en sorte que tous les groupes sous-représentés puissent participer à la vie politique et que ce soit fait dans un espace sécuritaire une fois qu'elles décident de s'engager en politique. La bonne nouvelle ici, selon les recherches qui ont été faites et une partie du travail que j'ai consulté, c'est que les femmes ont des expériences similaires aux hommes en politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exemple de sexisme ou de discrimination, il y en a, mais si on regarde systématiquement l'expérience des femmes lorsqu'elles ont entré en vie politique, c'est pas tellement différent de ce que les hommes, de l'expérience auquel les hommes sont confrontés. Donc, ce n'est pas particulièrement à propos de votre genre. Ce que ça veut dire, c'est qu'un sexiste pur et dur qui n'aime pas les femmes va tout de même aller voter pour ces femmes s'il partage la même propension politique. Disons, les professions qui sont dominées par les hommes, comme l'ingénierie ou le droit, il y a des niveaux d'attribution partisane. Bon, eh bien, pour rebondir sur cette question, alors que la représentativité des femmes, elle s'améliore en politique et qu'on arrive à une soi-disant masse critique des femmes dans le domaine politique, qui est habituellement d'un tiers, est-ce que vous croyez que tout simplement avec les chiffres qu'on voit et d'avoir davantage de femmes dans la sphère politique, est-ce que ça va faire une différence? Eh bien, certainement que d'avoir davantage de femmes aura une implication plus positive pour les femmes en politique. C'est quelque chose avec lequel je suis parfaitement d'accord, oui. La prochaine question demande, est-ce que vous avez appris quelque chose à partir de vos données pour nous dire quelque chose à propos des circonscriptions qui sont gagnables? Et est-ce que les femmes
ont ont avantage à s'y retrouver. Oui, ça fait partie de certains travaux qui ont été faits, par exemple à propos de la question de l'agneau sacrificiel, où on retrouve les femmes dans des circonscriptions où elles sont plus à même de perdre, mais au niveau de l'ensemble des données. Si vous regardez toutes les élections, les données sont claires, étude après étude, et la mienne ne fait pas exception, c'est que quand les femmes se présentent en politique, elles gagnent. Peut-être qu'il y a certains cas avérés où on place les femmes dans des circonscriptions où elles ne peuvent pas gagner, mais au niveau, en général, ce n'est pas le cas. On a parlé précédemment de de cette idée que on fait entrer des femmes au niveau du leadership d'un parti, comme leader d'un parti pour nettoyer, pour faire le ménage à la suite de scandales, etc., et qu'elles n'ont pas tendance à devenir ou de rester leader d'un parti quand le ménage a été fait. Est-ce que vous avez des exemples de ça en politique canadienne? Oui. Dans le contexte canadien, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est que des femmes hautement qualifiées sont considérées suffisamment bonnes par leur parti pour recoller les morceaux après une crise. Mais souvent, on ne les remarque pas quand on pense à une position de leadership en temps normal. Si vous pensez aux exemples canadiens, on a vu que les femmes sont davantage, on voit les femmes davantage tenir des rôles de dirigeants par intérim. Par exemple, Ronna Ambrose a été un bon exemple de ça. Il y en a beaucoup qui avaient dit qu'elle avait recollé le Parti conservateur, qu'elle l'avait remis sur les rails. Mais quand on a commencé à parler d'un poste de leader permanent, son nom a disparu de la liste des candidats probables. La personne ici demande, est-ce que votre recherche a trouvé des différences entre... Non, laissez-moi vous lire ça. Est-ce que votre recherche a trouvé des différences entre les femmes qui sont plus à même de se présenter pour une deuxième ou une troisième fois et est-ce qui s'est relié au vitriol qu'on retrouve en ligne lorsque ces femmes sont au pouvoir? Est-ce que c'est un facteur dans le fait qu'elles se représentent, qu'elles ne se représentent plus? Eh bien, je pense que les femmes qui détiennent le pouvoir ont plus tendance à se représenter à nouveau. Les femmes qui occupent déjà un poste politique ont autant de chances de se représenter que les hommes. Je ne vois pas beaucoup de différence à ce niveau. Qu'est-ce qui est intéressant, hein, c'est que les femmes qui perdent sont moins à même de se représenter. Peut-être qu'il se passe quelque chose là, à ce niveau. Peut-être qu'elles prennent une défaite beaucoup plus durement que les hommes. Mais celles qui se présentent et qui ont une expérience de la manière dont le système politique fonctionne, eh bien, à ce moment-là, c'est plus facile pour elles de se représenter dans des élections subséquentes. Je ne vois pas ici de différence substantielle entre les hommes et les femmes à ce niveau. Quand on parle d'hommes ou de femmes qui ont été élus, euh, est-ce que vous avez vu dans vos recherches, dans vos lectures, dans vos données, est-ce que vous avez vu qu'une fois que les femmes siègent au Parlement à Ottawa, qu'elles constatent que certains aspects de la politique sont davantage collaboratifs par rapport à d'autres? Par exemple, la période des questions où c'est très tendu, ou le travail en comité parlementaire où il y a davantage de collaboration. À partir de vos recherches et de ce que vous avez lu, est-ce que vous trouvez que, au-delà de ce que le public voit de ce qui se passe à Ottawa, que Ottawa peut être en fait un forum où il y a de la collaboration? Eh bien, le travail existant là-dessus suggère que les femmes ont tendance à collaborer davantage que leurs homologues masculins, qu'elles sont plus attentives à leurs commettants. On voit aussi que
leurs commettants sont davantage à même de les contacter, de contacter leur député quand c'est une femme plutôt qu'un homme. Alors, les électeurs voient les femmes comme travaillant davantage pour représenter leurs intérêts et les femmes ont une bonne expérience à ce niveau parce qu'elles apportent davantage de collaboration plutôt que de la combativité et de l'agressivité, surtout dans le travail des comités. Peut-être que ça peut être perçu aussi comme une épée à double tranchant quand leurs commettants leur demandent de faire davantage que leurs homologues masculins, qui sont des députés aussi. Une autre question. Cette personne demande, on a vu davantage d'activisme politique de la part des femmes, par exemple au niveau du mouvement MeToo, etc. Est-ce que ces mouvements ont vraiment influencé le rôle des femmes en politique et quel sera leur rôle pour former les carrières politiques des femmes à l'avenir? Eh bien, je crois que les femmes ont trouvé des façons créatives de s'impliquer sans nécessairement se présenter comme députées. Il y a souvent des implications très positives dans cette implication des femmes. Évidemment, moi, j'encourage les femmes à se présenter à des postes électifs, mais ça montre quand même les implications de politiques qui ne passeraient jamais la rampe si les femmes ne s'impliquaient pas. Vous avez mentionné certaines des politiques dans une conversation préalable et vous avez mentionné que l'équilibre des genres au niveau du cabinet de M. Trudeau, est-ce que ça a un impact au niveau de l'agenda politique du parti au pouvoir et quelles sont les questions que ça fait émerger et qui sont particulièrement chères au cœur des femmes? Oui, très bonne question. Quand je pense, récemment, on a vu Mélanie Joly très souvent aux nouvelles à propos du programme, même si ça affecte une famille canadienne sur 6, je pense que ça affecte les femmes beaucoup plus profondément que les hommes ici. Donc, c'est une question importante qu'on entend soulever souvent. Et plus récemment, on a entendu aussi que les femmes politiciennes qui sont enceintes pendant leur mandat ou qui accouchent, toutes ces questions affectent les femmes beaucoup plus que leurs homologues masculins. Et donc, de les avoir à la table quand on discute de ces questions, du congé de maternité et tout, c'est important d'avoir des femmes à la table pour les discussions. On voit que les femmes priorisent aussi des questions différentes, que les femmes députées sont beaucoup plus à même de parler de santé, de l'environnement, de questions qui ont à voir avec les soins à prodiguer aux personnes plus âgées. Les femmes en parlent davantage de ces questions. Et ces questions comptent davantage pour les femmes que pour les hommes. Donc, les femmes attribuent des priorités différentes à ces questions que les hommes. La prochaine question demande, est-ce que vous pouvez suggérer comment une femme peut commencer à s'impliquer en politique si elle n'est pas invitée? Oui, c'est une question importante. Je pense que nous devons regarder toute la question du recrutement des femmes en politique. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'ambition. Et même si on ne leur demande pas ou on ne leur suggère pas de se présenter, elles vont le faire. Et c'est la même chose pour certains hommes. Mais plus souvent qu'autrement, on voit que des candidates émergent quand on leur demande de le faire, que ce soit à travers un leader politique, des représentants de partis politiques ou des amis. Cet encouragement est très important et c'est encore plus important dans le cas des femmes que des hommes. Parce que nous savons qu'en l'absence de cet encouragement, les femmes ne se présentent pas en politique. Mais quand elles ont ce genre d'encouragement,
elles auront tendance à mettre leur nom et à se présenter aux élections. C'est difficile pour moi de mettre le doigt là, sur une alternative, de vous suggérer d'une autre façon de s'impliquer, mais je peux vous dire que les femmes avec beaucoup d'ambition vont se présenter, peu importe. Mais au Canada, on veut une diversité d'opinions et de personnalités qui se présentent afin de représenter la population au Parlement. Et on veut capturer une représentativité diversifiée, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont pareilles. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans les données au niveau des femmes qui se présentent, au niveau de leur style de leadership à différents niveaux de gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou territorial? Et est-ce que vous voyez des différences au niveau des données pour les femmes urbaines et rurales? Je n'ai pas examiné les différences entre les femmes en milieu urbain et rural, mais évidemment, c'est un avenir de recherche prometteur pour l'avenir. Mais les études que j'ai consultées ont ont tenté d'assigner des caractéristiques aux différents comtés. Par rapport à la première question, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous pourriez répéter votre question? Est-ce que vous avez remarqué des différences au niveau des données pour les femmes qui se présentent dans leur style de leadership ou les questions qui sont prioritaires pour elles aux différents niveaux au palier de gouvernement fédéral, provincial et territorial? Mon travail n'a pas priorisé n'a pas regardé les priorités des femmes spécifiquement. Mais il y en a, d'autres études l'ont démontré, par exemple en éducation, en santé, comparativement aux hommes qui se présentent en politique. Et les femmes en politique indiquent que souvent qu'elles se sont présentées en politique parce qu'il y avait vraiment une question qui était très près de leur priorité. Alors, plusieurs femmes qui ont dit que s'étaient présentées en politique dans des mémoires écrits par ces femmes affirment et pointent à une question spécifique qui leur tenait beaucoup à cœur et elles voulaient avoir un impact sur cette question qui leur tenait à cœur. Vous savez, la politique, ça génère une expérience unique, c'est-à-dire que vous pouvez aider les gens au niveau des problèmes qu'ils ont au quotidien, les aider à mettre de la nourriture sur la table, aider à payer leurs factures, de s'assurer qu'ils peuvent payer leurs factures de chauffage, les aider au niveau de documents d'immigration qui doivent être signés, etc. Alors, tous les politiciens disent que c'est important pour eux de faire des changements, de faire un changement dans la vie des gens. Mais plus souvent qu'autrement, ce sont les femmes qui indiquent qu'il y avait une question spécifique qui leur tenait particulièrement à cœur et qui les a amenées en politique. Bon, on va prendre une dernière question. La personne demande, vous avez parlé de la partisanerie en politique qui dans des scènes où il y a moins de partisanerie, est-ce que la participation des femmes ressemble à ce qu'on retrouve de leur participation dans le droit ou en ingénierie? Je ne regarde pas le niveau municipal. Parce qu'il n'y a pas de parti politique véritable à ce niveau et que les caractéristiques individuelles peuvent être plus importantes. Donc, si vous avez un représentant qui est une femme, pourrait être plus important. Le fait qu'une femme soit là, ce soit plus important que dans un parti politique. On regarde davantage les élections fédérales ou provinciales. C'est ça qui attire davantage notre attention et c'est là où les partis politiques sont le facteur principal avant la question de genre. Si vous avez la même affiliation politique avec un candidat et que c'est une femme et que vous êtes un sexiste, vous allez quand même voter pour elle. C'est ce que démontrent les études. Alors, dernière question, possiblement. Comment est-ce que
le SURE, parce que on parle ici justement du SHRC, c'est-à-dire du Centre de recherche. Comment est-ce que ça vous a affecté? Eh bien, moi, ça m'a affecté à chaque étape de ma carrière. Premièrement, j'ai obtenu une première bourse au niveau de mon doctorat. Ça a été un soulagement. Ça m'a aidé de toute évidence financièrement et ça m'a permis de faire les recherches que je voulais faire et de ne pas m'inquiéter au niveau de mes finances en tant qu'étudiante au doctorat, mais de me faire dire aussi, vous êtes peut-être dans la bonne direction, continuez à creuser, voyez ce que vous pouvez trouver. Vos mentors vont toujours dire des bonnes choses à propos de vos projets, mais d'aller chercher une validation externe d'une agence de financement, ça fait chaud au cœur. Et au niveau postdoc, quand j'ai été chercher davantage de bourses pour financer mes recherches, j'ai été vraiment touché, vraiment surprise aussi. Et c'était encore une fois une autre validation extérieure qui me montrait que mes recherches étaient bonnes, que je faisais quelque chose qui comptait et donc que j'avais quelque chose à dire. Alors, merci beaucoup toutes vos questions. Merci, Samra, pour cette très bonne conversation. L'article auquel on s'est référé est disponible sur le site conversation.com et l'enregistrement de cette session sera disponible dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Samra, et au revoir tout le monde.